Vous pouvez nous dire un mot sur l'arrêt de La Basse et J'y suis sur France Inter? Oui, je peux vous parler de l'arrêt de La Basse et J'y suis sur France Inter. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de faire, là, tout ce qu'on mène depuis la suppression de cette émission, on n'est pas dans un esprit de revanche par rapport à France Inter et par rapport à qui que ce soit. C'est une énergie qu'on n'a pas envie de dépenser bêtement pour les gens qui n'aiment pas qu'on dépense cette énergie contre eux. Mais, et puis j'aime beaucoup France Inter, j'ai passé 35 ans de ma vie, donc je ne vais pas me venger de quelque chose à quoi j'ai participé et qui m'a rendu très très heureux pendant ces 35 années. Mais voilà, je pense que c'est très simple, vous savez, la raison est très simple, mais il y a un lien avec l'évocation de Charlie, c'est que on est dans un pays où on peut contester, on peut protester, on peut appeler à la révolution, à condition de rester dans un bac à sable. Tant que vous êtes dans votre bac à sable, vous pouvez rigoler, c'est parfait, même ça c'est joli. C'est sympa, une petite revue très intello dans un coin, c'est parfait. Ça montre bien la liberté dans ce pays. Le moment qui devient crucial, c'est quand ça devient trop populaire, quand votre truc devient trop populaire et que vous sortez du cercle auquel vous êtes assigné. C'est ce qui s'est passé pour La Basse et J'y suis, trop dissident et trop populaire. C'était plus possible. Bon, c'était pas notre but au départ. Hein. On a construit cette ligne éditoriale chemin faisant au gré, oui, pas toujours bon gré, mais des reportages et du travail. Et on a construit cette ligne éditoriale il y a un moment. Voilà, la direction a trouvé que ça suffisait comme ça. Et on a arrêté. Mais bon, on n'est pas aigri si on a tenu pendant 25 ans. C'est une bonne résistance, c'est pas mal. Et on voit à travers, vous voyez, on n'est pas seul, on n'est pas paumé, on n'est pas perdu. Et on rebondit aujourd'hui sur ce site, c'est une aventure nouvelle. On va voir ce que ça donne, mais les soutiens qu'on a, les abonnements, les signes d'amitié, etc., nous rendent optimistes. De toute façon, il n'était pas question qu'on arrête. Ils nous foutaient dehors et puis on arrêtait. J'allais dans le square pour emmener mon chien. J'ai pas de chien, le square est loin. On passe quand même du service public à quelque chose qui n'est plus strictement parlé du service public. Vous n'êtes pas le premier, il y a eu Daniel Schillermann, il y a eu, je crois, Bernard Lenoir qui a essayé, je ne sais pas ce que ça donne, donc c'est pas politiquement neutre de passer du service public à autre chose. You can't be neutral in a moving train. Vous ne pouvez pas être neutre quand le train est en marche, on n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre, La Basse et J'y suis n'a jamais été neutre, et vous non plus, aucun de nous ne peut être neutre. Mais, et oui, bien sûr, on passe du service public à une entreprise privée. Oui. Vous définissez ça comme une entreprise privée. Ah, ben oui. Je suis désolé, il y a une logique entrepreneuriale. J'ai déjeuné il n'y a pas si longtemps avec Ignace Coramodel, ancien directeur du Monde diplomatique, et puis le diplôme, c'est une entreprise communose, il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires, on a la TVA, il faut qu'on fasse des bénéfices, il faut qu'on paie des salaires, il faut qu'on vende le journal. Et entre deux sujets, eh bien, on va peut-être choisir celui qui déplaira moins, qui nous fera peut-être gagner du... Oui, ça fait partie de ces compromis que nous vivons tous dans un monde comme le nôtre. On est tous dans le bateau, on n'est pas hors du bateau. On est à bord d'un navire qu'on entend pour certains d'entre nous changer, transformer, réparer pour certains d'entre nous, mais on n'est pas dans un autre bateau que celui-là. Et alors si, quand on est dans le service public, c'est d'autres conditions, c'est vrai, c'est d'autres conditions, c'est d'autres logiques, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre histoire aussi. Et c'est pour ça que j'ai été heureux d'y travailler si longtemps, et que je suis parfois malheureux de voir que il y a un côté un peu friche, un côté un peu timoré par rapport aux possibilités qu'un média comme celui-là peut offrir, d'où l'expression qui m'a valu pas mal d'acrimonie de la part de l'actuelle direction, de leur dire, mais alors que avant que je sois viré, vous êtes des médiocres dans une vallée fertile. La vallée fertile, c'est Radio France. Et c'est cette médiocrité qui m'agace beaucoup. Ça, c'est une chose. Maintenant, effectivement,
Oui, oui, c'est une entreprise. Ici, on est dans une entreprise publique ou une entreprise privée? J'ai l'impression que c'est très privé ici. Ça n'empêche pas que les gens fassent des choses qui ne sont pas l'air entièrement nulles, ni stupides, ni mauvaises, ni méchantes, ni entièrement dédiées à l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ont une petite marge de manœuvre, j'ai l'impression, chez Kléber. J'ai l'impression qu'ils l'utilisent à des fins qui me semblent respectables. J'espère que là-bas, si j'y suis pas de même. Vous vous sentez affranchi, émancipé, c'est ce que vous disiez à propos de Charlie Hebdo avant. Est-ce que vous vous sentez comme ça après votre départ de France Inter? Ce que je sens parfois, c'est en réfléchissant à des nouveaux sujets, en voyant venir à nous des journalistes, des gens, des déjeunaux qui viennent. Pourquoi t'as jamais parlé de ça? Ils me disent, comment? Mais ça, la base suisse a tout fait, enfin. Hein, la base suisse, on l'a déjà fait. Ah oui, mais non, mais la base, non, pas tout a été. C'est la base qui a déjà fait. Et ils disent, mais là, pourquoi t'as jamais fait ça? Oui, parce que c'est vrai, on l'a jamais fait. Mais pourquoi on l'a jamais fait? Alors je trouve des tas de raisons, mais au fond non, c'est qu'on a intériorisé nous aussi les limites. On a cette image, dont je suis très fier, de dissident, de machin de liberté, etc. Mais enfin, il y a bel et bien certaines limites qu'on avait intériorisées. Et dans un cadre nouveau, qui est Internet, le cadre n'existe pas, vous devez créer votre cadre, vous devez créer vos limites temporelles, d'espace aussi. Voilà, et c'est d'autres conditions, c'est notre histoire, et d'autres possibilités, d'autres libertés, et d'autres contraintes aussi. Oui, justement, parce que là, vous ne faites plus vraiment de la radio, puisque là-bas, si j'y suis en ligne, n'est plus de la radio, c'est bien plus. Il y a aussi une contribution de la part des citoyens. Par exemple, il y a des repères ici à Strasbourg, oui. Qui se réunissent une fois par mois, près de la gare, au Palais. Et c'est bien plus que de la radio. Est-ce que finalement, ça vous satisfait? Vous êtes plus heureux maintenant que quand vous étiez, entre guillemets, un homme de radio? J'ai pas le choix, on va continuer de faire de la radio, mais j'ai pas le choix. Encore une fois, j'ai pas le choix. Il y a eu cette voilà, on n'allait pas se coucher, c'est pas possible. Et puis il y a eu ce soutien, cette vague incroyable d'auditeurs. Il y a eu une pétition, mais il y a eu aussi des milliers de messages pour nous dire. On ne savait pas ce que ça faisait, ce qu'on faisait. On ne savait pas ce que ça faisait. On a reçu des messages étonnants. Beaucoup de messages tout à fait étonnants. Voilà, mais on ne peut pas faire autrement que de continuer. Et ce projet de matinale 7-9, vous voulez en parler ou... Oui, je veux bien en parler. Ça a été la première idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de particulier? Et tout de suite, c'est tombé là-dessus. Le premier soir, on a discuté de ça. Il faut faire un 7-9. Et tout le monde a trouvé génial. J'ai trouvé ce jeu de mots 7-9-9. Vous savez, des fois, il faut faire gaffe. Oui, mais il faut faire attention au jeu de mots. Parce que c'est une petite formule qui marche très bien. Il va faire un 7-9-9. Et après, il faut le faire. Et alors, c'est pas simple. C'est pas tout à fait ma culture journalistique. Je suis un petit reportage, et du son, et d'entretien, etc. Mais le 7-9, c'était une sacrée mécanique. C'est un sacré boulot, pas seulement parce qu'il faut se lever tôt, ça va, mais encore que. Mais non, c'est une sacrée mécanique. Il faut du monde, il faut des gens assez modestes, qui n'est pas si fréquent dans la profession, il faut des gens assez modestes qui se lèvent tôt, qui bossent, et puis voilà, qui passent leur truc aux autres. C'est une mécanique assez lourde à mettre en place, et il ne faut pas se louper là-dessus, parce que c'est un enjeu crucial. Hein, si vous écoutez les 7-9 en radio, je parle que de radio, si vraiment vous voulez du mal, vous avez fait quelque chose de mal et que vous devez expier, écoutez. Je parlais des chrétiens là. Écoutez les 7-9 qu'on vous propose dans les radios. Vous allez voir que c'est bien fait généralement, c'est captivant, c'est bien foutu, mais vous avez des différences de cibles, de clientèle, populaire, moins populaire, classe moyenne jusqu'à France Culture. Chic et bien, c'est pour ceux qui savent, très bien, mais tout là, vous voyez, du Bourdieu sans peine,
Mais le fond éditorial est le même. Le fond éditorial est le même, notamment en matière de rubrique économique. Et puis là, Bernard Marie, ça a disparu. Alors le petit bémol qu'on avait sur France Inter, même ça a disparu. Et donc voilà, on se dit qu'il y a autre chose à proposer. Il y a autre chose à proposer, mais c'est un sacré boulot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En clair, au point où on en est, là, très concrètement, on commence le 21 janvier comme prévu. Le 21 janvier, vous savez que c'est le 222e anniversaire du raccourcissement de votre roi bien-aimé. Donc ça nous semblait opportun. C'est aussi le jour de la tête de veau. Donc pour tous ceux qui aiment la tête de veau parmi vous, c'est une grande... c'est en lien, vous savez tout ça. Donc voilà, ça nous a semblé opportun. Et on va commencer par une émission hebdomadaire de 2 heures. Qui va être, la première, ça va être un mercredi, ensuite ce sera le jeudi. 2 heures d'un magazine d'information. On diffusera des reportages au cours de la semaine, de formats différents, en son et en images, et ça va nous permettre de travailler la construction du 7-9 dans les temps qui viennent. Tout dépendra des sous qui continueront à rentrer ou non. Donc, je ne suis pas venu faire la quête, je ne suis pas venu me racoler, mais on a des fonds pour commencer, on peut travailler pendant 1 an, ça va, on est ravis, on est à 13 000 abonnés qui ont souscrit et qui nous soutiennent, c'est parfait. Mais le 7-9, il faut un peu plus que ça, et puis surtout il nous faut le temps de construire cette séquence qui doit absolument être pointue. Il ne faut pas que ce soit un petit truc de consultation seulement. Je ne voulais pas parler des sous, mais quand même, vous avez utilisé l'expression fond rédactionnel, mais quand même, quand on s'adresse soit sur France Inter au grand public à travers un média unidirectionnel, on fait pas la même. Est-ce qu'on a la même approche rédactionnelle que quand on s'adresse à 10, 15, peut-être 20 000 abonnés qui souscrivent financièrement, qui se connectent à Internet enfin, est-ce que c'est vraiment la même approche en termes d'information, de reportage Nous, on va pas se soucier de ça. Ce serait tout à fait nouveau quand même de travailler pour une clientèle. Non mais pour une clientèle, oui c'est ça. La raison d'être de ce nouveau média, elle est l'éducation populaire. Ça a été le souci, ça a été le credo de la base j'y suis, l'éducation populaire, autodéfense intellectuelle. Essayer de parler au grand public, ne pas s'enfermer dans un entre-soi intellectuel que par ailleurs je respecte. J'ai commencé à bosser sur France Culture. J'ai voulu sortir de ça, mais tout en respectant infiniment mes confrères de culture qui font souvent un boulot formidable. Moi, c'était pas mon truc. Je préférais aller à l'Orient-Coin à l'époque et travailler pour un plus grand public. C'est ma formation, c'est mon histoire personnelle, c'est ma fréquentation et le travail que j'ai pu faire avec Paul Grimaud, par exemple, ou les rencontres avec les frères Prévert, etc. C'est ce goût de savant et populaire à la fois. Donc ça, on a pu le réaliser avec la base j'y suis, où on a quand même, on a pu alterner des émissions des fois très très compliquées. Enfin, la première fois qu'on a fait venir Frédéric Lordon, il y a une dizaine d'années, j'ai entendu que j'ai posé une question à ce gars-là, il a parlé pendant 3/4 d'heure. La réponse faisait 3/4 d'heure. Et je ne comprenais pas la moitié. Ce qui est le cas de la plupart de mes confrères, mais là, vraiment pas. Il y avait des tunnels. Il parlait d'économie dans un langage. Il est parti, vachement chaleureux. Bonjour, on se revoit bientôt. Je me suis tourné vers l'équipe, vous avez compris quelque chose avec la dégueulasse. Et ils ont dit ouais. Non, vous n'avez pas compris. Si. Et il y avait des gars un peu. Dans l'équipe, un réalisateur qui était un peu moins bonnet que moi en matière d'économie, d'école, et une Guyenne, qui est un peu moins bon. On a dit pourvu qu'ils disent pas de conneries quand même. On va monter ça, puis on va diffuser ça. On a quand même un peu travaillé pour. Et puis on s'est aperçu que tout le monde comprenait ce que nous on ne comprenait pas. Tout le monde. Il y avait des auditeurs pour ça.
On est passé de ça, ou des émissions avec Baudrillard, des choses parfois très ésotériques, très compliquées. Et puis le lendemain, une heure avec le proctologue l'armoire du proctologue, c'est un des grands classiques de la bacillicie, ou des choses plus légères, plus consensuelles, qui permettent de concerner un public plus large. Voilà, c'est très difficile de faire savant et populaire pile poil en même temps. C'est difficile. Bon, on titube entre les deux. Mais en tout cas, c'est le but. Voilà, c'est une vieille idée qui a couru au XXe siècle, qui persiste quand même dans les esprits, qui persiste activement et de façon militante dans le travail de quelqu'un comme Franck Lepage, par exemple, et puis qui est quand même très présente encore sur France Inter, que dis-je. Donc ces 13 000 ou bientôt, j'espère, plus abonnés, est-ce que vous vous intéressez à qui ils sont, quelles sont leurs motivations, ou est-ce que quelque part ça vous indiffère? Ça m'indiffère parce qu'il faut... Enfin, ça m'indiffère. On ne va pas travailler pour une clientèle, hein, c'est une bonne question. On ne va pas travailler pour une clientèle. On va continuer de travailler comme on l'a toujours fait en disant, tiens, t'as vu, c'est pas mal ça. Et les tasses. Des tasses de café. Comment ils font ça? C'est pas mal de voir un peu. Et la taille, t'as vu comme c'est... Et alors, c'est fait où? Ben, tiens, si on faisait une émission sur les tasses de café. Voilà. On a fait ça sur un clou, une fois j'avais un clou. Et t'as vu ce clou? Comment c'est foutu un clou? Et tu te rends compte l'histoire des clous? Il y avait un truc formidable avec les clous. Il y a un moment, on a dû passer du clou forgé au clou industriel. Et le monde a changé. Le monde a basculé le jour où on a pu trouver des clous partout. Et on a pu assembler les choses de façon différente. Et on s'est aperçu, par exemple, que dans les légendes, les manouches ont été chassés sur les routes parce qu'ils avaient forgé les clous de la croix du Christ. C'est les forgerons, ces gars-là. Et c'est eux qui ont fait ce clou-là. Voilà pourquoi ils sont, etc. Donc on a pu faire une émission entière avec y compris le clou du spectacle, etc. C'est vrai, mais c'est formidable le clou. À partir du moment où le clou est industrialisé, c'est au 19e, ça suit la révolution industrielle, et vous avez des quantités de choses qui changent dans notre environnement, dans nos vies, dans nos activités, etc. Voilà. Donc on ne s'est pas dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va aller chercher des sponsors chez les fabricants de clous? Est-ce qu'ils vont renouveler leur abonnement? On s'en fout. Et puis ça a amusé tout le monde, ça a intéressé tout le monde à partir d'un angle extrêmement réduit. Non, notre truc, c'est l'éducation populaire. Les abonnés suivront ou ne suivront pas, mais on ne repliera pas, on arrêtera si ça ne marche pas. Ce qu'on a appris, c'est que, ne faites pas ce que je vais vous dire, mais ce qu'on a appris, c'est que une fois que les gens sont abonnés, ils donnent leur code à leurs beaux-frères et à leurs copains. C'est bien que ça se multiplie par 4. On va dire ça. Donc on peut considérer qu'il y a déjà 13 par 4, voilà, 40 000. Déjà 40 000, oui. D'autre part, il y a beaucoup de choses qui seront rendues, qui seront ouvertes, qui seront en libre accès assez vite. Il y a déjà quand même 2000 émissions qui sont archivées, qui sont en accès libre. Les pages, les repères... Le répondeur existe encore? Non, on va le faire remarcher. On a essayé de le faire marcher trop tôt, donc ça n'a pas marché, mais on va le faire marcher. Et voilà, et puis on va essayer de sortir aussi. On va bouger, on va se déplacer beaucoup. On est en train de s'équiper d'un matériel pour émettre extrêmement léger, qui va nous permettre d'émettre... on va essayer des lourdeurs dans le studio. Radio France, c'est quand même assez lourd. Il y a des grosses équipes. On va faire un peu comme les Vietnamiens. Par rapport aux troupes américaines, ils ont gagné. La stratégie des tunnels, en fait. Voilà, absolument. Les taupes, c'est nous les taupes. Alors, vous parlez d'éducation populaire, mais le peuple qui est là, je crois qu'on peut peut-être... On va demander au peuple ce qu'il veut. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, peuple? Avant qu'on change de peuple. Dépêchez-vous avant qu'on change de peuple. Donc, c'était... Hein? Pas des roses. Pas des roses. Le film sort dans quelques jours. On a fini. Vous parlez de Zine, non? Ah non? Ah bon?
Bread and Roses, c'est le premier. On travaille sur un film avec le Mutin de Tanger, avec Olivier Hazard, qui va être en 3 DVD sur Howard Zinn, une histoire américaine, où notre titre c'est une histoire populaire américaine, on a repris le titre de son livre, et c'est donc un film sur Howard Zinn et l'histoire des États-Unis. Et le premier DVD va sortir dans quelques jours, et ça tourne autour de cette chanson qui s'appelle Bread and Roses, et qui était la chanson des ouvrières de Lawrence en 1912, au cours d'une lutte héroïque, magnifique, superbe, et voilà, vous sortirez, enfin pas de la salle parce que pour l'instant c'est un DVD, mais devant votre ordinateur vous allez chanter Bread and Roses, jusqu'à plus soif, du pain et des roses. Voilà. C'est drôle que vous parliez de ça, mais c'est exactement ce qu'on fait depuis des années, enfin ce qu'on essaye de faire. Vous passez de la radio à un média électronique. Est-ce que vous pensez que le peuple est en ligne? Oui, j'en sais rien. J'en sais rien. Vous savez, c'est une histoire nouvelle. D'abord, la radio est un petit peu électronique aussi, pour ne rien vous cacher, mais on va pas faire que de la radio, hein. On va pas faire que de la radio, on va faire de l'image aussi. Oui, c'est hein. pour ça On s'adapte, que je pose la question. on passe à un nouveau langage, et on va y aller chemin faisant. Nous, c'est les gens de terrain, on pense avec nos pieds, la passion, on pense avec nos pieds. Il n'y a pas une théorie, puis on va faire après du colorial, c'est pas drôle. Donc on va voir chemin faisant. Comment ça se présente, comment ça se passe. Mais bien sûr, on a compris que l'image, voilà, on est sur le média de l'image. Internet, c'est l'image. Mais on va voir quand même les gens de Mediapart avec qui on est en contact. Eux aussi, on leur a dit, alors, il faut faire des articles très courts. Sur Internet, il faut faire des articles très courts. Il faut, au-delà de 1500 signes, je ne sais pas si vous dites, enfin, un article court. Les gens, les yeux fatiguent, etc. Il faut des articles de 10 000 signes et qui sont très suivis. Donc on ne sait pas encore, c'est nouveau, il y a une aventure nouvelle, très stimulante. Internet c'est très stimulant. J'adore la radio, je suis un homme de radio, mais il y a quand même une pesanteur, il y a une tradition déjà de la radio, il y a des choses qui sont pas. Mais l'équipement est plus léger, c'est-à-dire est moins coûteux aussi. Que quoi? Que les médias électroniques, hein. Il faut un abonnement plus coûteux que... Qu'est-ce qui est coûteux? Internet ou L'Internet, l'accès, l'équipement, c'est-à-dire l'interface de réception, etc. Enfin, tout le monde a un ordi maintenant, parce que tout le monde a un ordinateur. Si vous allez dans certains quartiers, vous le chercherez à la loupe. Hein. Oui, mais écoutez, on va... Voilà, je ne vous dis pas qu'on va répondre à toutes les demandes. C'est vrai que ça fait longtemps que n'importe quelle émission de radio ou de télévision existe par ailleurs sur Internet. Enfin, il n'y a plus aucune émission de radio qui est limitée à la radio. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a la contribution des lecteurs. Enfin, la plupart des gens ne considèrent plus une émission comme strictement ce qu'ils voient tel jour à la télé ou à la radio. Enfin, ça c'est quelque chose indépendamment de la richesse ou de la technologie qui est passée maintenant dans la, j'allais dire, je déteste ce mot, mais la consommation des médias. Mais je voudrais rajouter quelque chose, madame, c'est que je ne quitte pas le service public. Je le sais. C'est pas moi qui c'est la directrice de France Inter qui me fout dehors. Donc moi j'aurais été ravi, heureux de continuer à passer la main à une équipe et qu'on continue cette émission. Il s'agissait d'arrêter cette émission pour eux. Voilà, donc, mais encore une fois, c'est pas un refuge. On ne prend pas Internet comme un refuge. On prend Internet comme une aventure nouvelle. Vous savez, actuellement, là on est dans une librairie, il y a un livre qui marche très très bien qui s'appelle À nos amis. L'éditeur, c'est un ami, il s'appelle Eric Azan, il a 77 ans. Le livre est en train de marcher d'une façon formidable. Et les éditions Azan, enfin la fabrique, ils sont 3, donc ils sont au complet dans l'équipe. Les éditions La Fabrique, ça tient dans 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, 3, et un livre qui doit être à 30 000 exemplaires, je ne sais pas, ils doivent le savoir ici dans la maison, et qui est traduit dans plusieurs langues. Et une puissante influence intellectuelle et politique sur le débat public actuellement. Et entreprise privée, pas beaucoup de monde, pas de service public, et une force d'influence, une force de contribution à cette émancipation dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, si vous vous dites, moi je suis trop petite pour changer le monde,
beaucoup d'entre nous pensent ça, et moi je le pense aussi assez souvent, hélas. On le pense trop souvent. Essayez de passer une nuit avec un moustique. Vous allez voir que... Oui, J'ai l'expérience. vous avez l'expérience. Qui a gagné? Le moustique. Alors, allez, le moustique, c'est ça. Oui, je vais prendre une question. Je voulais juste... Vous parliez d'équipe, donc là vous avez une nouvelle équipe, c'est combien de personnes? Beaucoup de journalistes, moins de journalistes Un maximum de journalistes, hélas. Non, on construit une équipe, il va y avoir 5 permanents, voilà, et puis des pigistes pour l'instant. Mais avec le but de construire une équipe permanente, mais il faut que les sous rentrent. Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une radio libre comme c'était dans le temps? Parce que la radio, c'est quand même quelque chose de... On peut l'écouter partout. Oui, c'est ça. Alors que Internet, il faut rester devant. Et c'est contraignant. Oui. C'est pas tout, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai, mais c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Vous avez de plus en plus d'écoute sur votre smartphone. De plus en plus, hein. Il y a une affaire de génération. Attendez, vous avez raison, il y a le transistor a encore de très beaux jours devant lui. Il existe des transistors Wi-Fi qui sont à un prix élevé, qui très probablement vont baisser, mais vous avez toute une génération. Mais c'est vrai ce que vous dites, hein. Mais voilà, on n'a pas le choix. Alors, cela dit, on est en pourparlers avec des associations de radio associatives avec lesquelles on pourra faire des partenariats pour diffuser nos émissions et le 7-9 le matin sur ces radios. Il y en a beaucoup en France. Hein. Il y en a beaucoup en France qui sont en pénurie de programmes, de choses à diffuser. Là, on est en train de voir avec comment ça peut se faire. Il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des abonnés qui font l'effort. Ce qu'on veut, ce que les abonnés comprennent déjà, c'est que mais ils le comprennent. Ils ne sont pas en train de confisquer, d'acquérir quelque chose en s'abonnant. Ils sont en train de contribuer à la diffusion de quelque chose. Et ça, ils en sont conscients. On le voit dans les mots qu'ils adressent, on voit dans leur comportement. Ils se disent il faut que cette manière de voir, qui est la manière de voir de la base qui suit, continue d'exister et se propage. Voilà, c'est ça leur conviction. Sachant qu'on refuse les mots de alternatif ou de marginal, etc. Et ça va être collaboratif. Oui, chaque abonné aura une page de blog. On s'inspire des blogs de Mediapart, qui lui-même s'inspire de plusieurs sites américains, je pense que c'est le New York Times. Ça coûte combien l'abonnement? Ça coûte 60 € par an, mais vous pouvez payer moins si vous êtes pauvre. Et plus. Et c'est très drôle parce que c'est extraordinaire parce que ça fluctue. La moyenne des 13 000 abonnés, là, pour l'instant, c'est 60 €. Avec ceux qui donnent moins, ceux qui donnent plus, il y a un équilibre. On ne savait pas qu'on était aussi bon en marketing. Oui, j'ai quelqu'un derrière. Je voulais juste dire, accessoirement, quand on fait de la radio, il faut avoir une fréquence aussi. Pour avoir une fréquence dans toute la France en FM, il vaut mieux aller sur Internet, concrètement. Hein. Mais je vois quelqu'un là-bas. Une question pleine de gros mots. Les abonnés, c'est des simples abonnés ou est-ce qu'ils peuvent devenir actionnaires de l'entreprise? Ah non, pas plus qu'un. Je le dis autrement. Est-ce que vous vous mettez dans un statut type économie sociale et solidaire coopérative? Non, pour l'instant, c'est une association avec non lucratif. Voilà, c'est tout pour l'instant. Si vous voulez, le truc, c'est pas... Non mais c'est pas l'entreprise elle-même qui est importante pour nous, l'entreprise c'est un moyen. Donc on dit voilà, une assoce, ça marche, ça nous permet, pour l'instant, on verra. Mais si vous voulez, c'est pas le fonctionnement, on a plein d'amis, on a fait plein de sujets là-dessus, sur des gens qui s'attachent, et c'est très intéressant très souvent, à créer des entreprises dont le fonctionnement est exemplaire, les scopes. On a fait un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Ambiance Bois, cette entreprise qui est quelque part dans la Creuse, près de Tarnac, je me souviens. Donc, eux, c'est leur fonctionnement qui compte pour eux.
Hein, c'est leur fonctionnement, les rapports entre eux, le nombre d'heures de travail, etc. C'est formidable ce qu'ils ont réalisé. Mais maintenant, ce qu'ils font, le bois, le machin, etc., ça c'est... Vous voyez, nous c'est le contraire. Ce qui compte, c'est le contenu. Et puis le moyen. Bon, pour l'instant, on a trouvé qu'une association, c'était un moyen simple, rustique de fonctionner. Mais on évoluera peut-être. On changera peut-être. Est-ce que le pouvoir actuel, le pouvoir politique, il est pour quelque chose dans la suppression de votre émission? Ça, c'est jusqu'à la fin de mes jours, je serai incapable de répondre à votre question. Voilà. Et on ne sait jamais, bien sûr. Et alors, je peux faire toutes les parano, tous les complots possibles. Il y a une fois où j'avais arraché une réponse, en 2006, à un président de Radio France, qui était M. Cluzel, après qu'il ait déplacé l'horaire de l'émission. Et j'avais eu un long entretien avec lui. Je lui ai dit, pourquoi vous ne dites pas que c'est votre souhait ou qu'on vous a demandé de déplacer l'émission de façon à ce qu'elle soit moins écoutée? Ça resterait entre nous. Il n'a pas eu confiance. Mais il a fini par me dire, attendez, il y a quand même une chose, c'est que moi je suis président de cette maison, et on a des élections au printemps prochain, il faut que j'équilibre la grille. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Mais d'autres anciens directeurs ou d'autres anciens présidents, on peut obtenir, oui, bon, ouais, enfin écoute, voilà, on ne peut pas non plus trop. Voilà. Mais est-ce qu'il y a vraiment le coup de fil qui demande que. C'est très difficile de mesurer. Tout le monde pense que, et on ne sait pas. On restera dans le flou, dans la parano, ou pas. Voilà. Il se peut aussi qu'un président appelle en disant mais génial, il faut le reprendre. Les élections, hein. Pardon? Ça dépendra du résultat des prochaines élections. Mais vous savez, Marine adore ce qu'on fait. Ouais, ça c'est sûr. Sur votre site, est-ce qu'il y aura le bruit de la moto qui s'éloigne? 25, oui, mais de nostalgie, mais 25 ans d'emmerdement avec cette moto, parce que les écolos n'ont pas du tout aimé cette moto. Et parce que, qu'est-ce que c'est que tu te rends compte? En plus, c'est une Harley Davidson, mais ça, c'est le symbole de l'Amérique. Tu dis, Daniel, tu te rends pas compte, c'est le symbole de l'Amérique. Et puis, ça pollue ces saloperies. Et tu sais qui conduit ces motos? C'est une bande de gros bourrins américains complètement stupides. Mais pourquoi t'as mis cette putain de moto? Alors, de temps en temps, mettez un vélo. Je sais pas si vous vous souvenez, le mobilette. Et après, on revenait à la moto. Il y a eu des courriers, mais continue pendant ces 25 ans avec cette moto. Je ne sais même plus pourquoi on avait choisi la moto à l'époque. On a fait le générique le plus américanophile qui soit. Il y a la moto, il y a Love for Sale qui est un thème magnifique. Et puis évidemment Miles et Cannonball Adderley qui les jouent. Et puis l'avion qui arrive de New York. Voilà. Donc c'était complètement un merloc. Il ne manque que le Greyhound. Oui, il manque que le Greyhound. Voilà, il n'y avait pas de Greyhound là-dedans. Ok. Oui, alors une autre question qui concerne un peu la tradition à propos des journalistes, là, que vous avez évoqué très brièvement. Est-ce qu'il y aura des journalistes connus et appréciés, Charlotte Perry, Guy Vanctil Oui, vous avez débauché des gens de... Ou est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup et uniquement personne? Non, parce que Guy Vanctil, Antoine Chao et Charlotte Perry, sous la pression, ont été recasés. La pression a été telle tout de suite qu'ils se sont dit ah non, on vient mais on ne peut pas virer tout le monde. Donc ils les ont gardés, ils leur ont donné une émission le samedi après-midi qui s'appelle Comme un bruit qui court, en leur enjoignant de continuer l'héritage et la tradition de la basse qui suit. Des vacations chez vous? Des vacations chez Non, vous? ils ont un boulot fou. Faire une émission d'1 heure par semaine, c'est un boulot fou. Mais je ne désespère pas qu'ils se fassent virer. Et qu'on leur offre un espace de liberté plus grand. Peut-être que l'herbe sera plus verte du côté de la basse qui suit. J'aimerais beaucoup, parce que ce sont des gens, des copains, des amis, et puis ils sont aussi, malgré ça, très talentueux. Mais d'autres vont venir avec nous, comme Alain Berzo, Gaylor Mortimer va venir bosser avec nous, et puis d'autres de Radio France vont venir travailler avec nous, y compris des réalisateurs qui viennent déjà, et qui vont venir avec nous, puis surtout des nouveaux aussi. Et puis l'un des buts de ce truc, c'est aussi de réaliser ce
ce qu'on veut depuis très longtemps, c'est qu'un autre journalisme est possible, et de former ou d'encourager des jeunes. On a fait des formations à Lille, à l'école de Lille, avec Antoine Chao, et on s'est aperçu à quel point ces écoles, je suis sûr qu'il y a des profs ou des élèves de l'école de Strasbourg, à quel point ces écoles formatent ces jeunes gens, et à quel point ils ont envie de faire autre chose. Et à quel point on peut faire autre chose que ce qu'on entend couramment, est-ce qu'on voit couramment, est-ce qu'on lit couramment, avec bonheur et avec succès. Je peux citer François Ruffin, par exemple, qui fait un bon journal et qui fait un bon boulot de journaliste. Il n'est pas le seul. Donc on va encourager ça. Je voudrais bien arriver à installer un clivage à l'intérieur de ce métier. Avant d'aller promener mon chien au square, j'aimerais bien qu'on revienne au journalisme qui me plaisait quand j'étais jeune, c'est-à-dire celui des muckrackers, des fouilles-merdes américains, etc. Et des grands journalistes français c'est des gens très naïfs. Ils pensent que s'ils sont là, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est très naïf de se dire, attends, non, mais moi j'y vais. Et qui sont généralement... Voilà, j'aime bien cet élan-là, c'est ce qu'on trouve dans ces écoles, c'est la raison très souvent pour laquelle des jeunes viennent dire non, je veux pas que ça continue indéfiniment comme ça, ils sortent en se disant pourvu que j'ai le petit job, le petit CDD de quelques jours à faire des machins, etc. Alors, qu'il y ait une partie qui soit formatée, ça va, mais quand c'est tous qui le sont, ça pose des vrais problèmes. Et on revient au thème de tout à l'heure, la liberté, la démocratie, la fabrique de l'opinion, et au bout la fabrique du consentement aussi. J'ai vu quelqu'un d'avant avec la jeune fille avec le bonnet. Je voulais juste quand même, sur ce que vous venez de dire, vous pensez vraiment que le formatage est lié principalement à l'angoisse des jeunes de trouver du travail, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être plus politiques, plus généraux? Moi, j'ai une faible expérience de ça, mais on a plusieurs années de suite avec Antoine Chao. On est intervenu à l'école de Lille avec des étudiants tout à fait sympas, avec un niveau scolaire élevé, un niveau universitaire même élevé. Il était impossible de leur faire faire certains tas, de leur suggérer d'autres sujets que ceux qu'ils proposaient, des sujets compassionnels, des sujets qui ne mangent pas de pain, qui sont émouvants, etc. Et très souvent, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui va vous lui demander, mais comment on fait pour entrer à la Pacifique Sud? On n'a pas beaucoup de place, enfin, c'est pas une grande entreprise. Et oui, parce que nous, tu comprends, on va faire des remplacements, on va faire ci, on va faire ça, etc. Et on va être stagiaire pendant je ne sais combien de pas stagiaires, mais oui, c'est d'abord stagiaire, et puis ensuite, etc. Puis on va en baver, puis c'est précaire, etc. Et puis voilà ce que j'ai de reportage. Alors voilà, qui le fait ce reportage sur ce que deviennent les jeunes journalistes dans les premières années de leur parcours? Personne ne voulait le faire. Ils disaient, non, mais attends, non, mais on dit ça comme ça, mais on ne veut pas faire ce sujet. Parce qu'on va être tricard, ça va être une mauvaise... Quand des gens de 23 ans, 25 ans ont peur d'être tricard, c'est quand même mal parti, quoi. Alors on en a trouvé quelques-uns, rares, qui ont dit, bon, ben moi je laisse tomber ce formatage et je fais autre chose. Là j'en ai un ce soir, voilà, il y a une manif de la riposte laïque à Paris, il est dans la manif, avec ceux qui sont en train de récupérer justement cette histoire, et qui, au nom de la laïcité, milite l'islamophobie la plus agressive. Et bien il est dans la manif ce soir. Pour nous. Voilà. Mademoiselle. Alors déjà, moi je ne sais pas ce que ça veut dire tricard. Tricard. Monsieur Les Quatre Clous va vous expliquer, il y en a un peu qui sont tricard, c'est quand tu es interdit de séjour, quand tu es rejeté. Tu vois, les tricards ici, jamais tu peux la vie. C'est ça le tricard. Voilà. Une année, c'est banni. Ouais, Au c'est ça. scientifique, c'est banni. Ça, Mais bon. Oui, banlieue, mais mis aussi mis au banc. Mis au banc. Bon. Oui, mis au banc. Donc ça, c'est... Une chose que je voulais vous demander, c'est au début, vous avez dit que le 799 qui allait commencer là en janvier. Non, il va pas commencer en janvier. Non, qui a déjà commencé, mais vous allez sortir en janvier. C'était très différent de ce que vous vouliez faire à la base. Et du coup, enfin, en quoi c'est différent et pourquoi?
Non, on a lancé cette idée, et puis après, il faut la faire, quoi. Et on a travaillé. On a dit, mais attends, comment on fait? Comment on fait un 7-9? Comment on fait pendant 2 heures pour avoir des infos, des interventions, des reportages, des chroniques, etc. Combien il faut de gens pour faire tout ça? Comment on fait travailler tout le monde? À partir de quand? D'où viennent les sources? Quelles sont les sources d'information? On a compris comment ça marche. C'est assez inquiétant. Hein. Parce que 90% des journalistes qui vous parlent dans un 7-9 ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ah bon? Allez, ça va être la révolution. Là-bas, si j'y suis, on a des journalistes qui comprennent ce qu'ils disent. Et en plus, il faut réfléchir, parce qu'il y a une faute professionnelle chez nous. Vous êtes deux choses, c'est quand même nouvelle. Non mais c'est vrai, vous avez, les gars reçoivent, bon c'est l'AFP, ils se calent sur le Parisien, sur BFM, mais tout ça n'est pas forcément toujours, comme ils le souhaiteraient eux-mêmes, vérifié, recoupé. Voilà, donc pour avoir une info de qualité, qui ne soit pas seulement une info de la gauche publique systématiquement qui vienne casser tout, qui soit vraiment fiable. La question c'est la fiabilité. Un bon média, c'est un média auquel vous avez confiance. Vous avez confiance dans le Canard enchaîné parce que dans le Canard enchaîné, vous avez la rubrique de Claude Angéli qui parle de la défense, hein, qui tient la... Après, on dit à Claude Angéli, mais d'où tu tiens ça? Il donne pas ses sources. Hein, il donne pas ses sources, mais c'est Claude Angéli. Voilà. On sait que c'est fiable, 80 balais. Balais, ça veut dire l'âge. Hein. Cette fiabilité à laquelle il faut arriver. Pourquoi cette confiance? Pourquoi cette confiance? Parce que les gens qui ne sont pas journalistes, il y en a quand même beaucoup dans ce pays, n'ont pas le temps. Les vrais gens dans la vraie vie ont des vrais enfants, des vrais boulots, des vraies voitures, des vrais cafés au lait, des vrais soucis, des vraies douches, des vrais aspirateurs à passer. Ils n'ont pas, comme nous, le truc du matin au soir et du soir au matin dans l'info. Donc, ils ont besoin d'avoir confiance dans le média, qu'ils écoutent parfois d'une oreille distraite, parfois de façon flottante, et c'est là que ça rentre. C'est là que la doxa se fabrique, c'est dans cet espace du 7-9, où vraiment là ça va directement dans la moelle épinière, il n'y a plus de filtre. Et c'est là qu'on dit, ah oui, mais bien sûr, on a une dette, une dette terrible, et bien sûr qu'on peut, ce qu'il faut c'est l'austérité, voilà. Et puis il faut, et Madame Merkel elle a raison, parce qu'on a entendu, t'as fini ton petit déjeuner, t'as vu ce que dit Madame Merkel, voilà. C'est tout ça, c'est un petit guignol absolument stupide, et ça rentre comme ça avec des journalistes qui, certains savent parfaitement ce qu'ils disent, d'autres le répètent parce qu'ils sont formatés, etc. C'est quand même une fabrique de l'opinion qui pose un problème. Qu'est-ce que vous faites le matin? Vous allumez la radio, le transistor, vous allumez le transistor. Ça c'est un geste important. Vous allumez, ça dit quelque chose. Et ensuite, vous voulez être au courant. Parce que vous êtes chez vous, tout seul, machin, vous voulez rejoindre le vaste monde. On est tous comme ça, on veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Où est-ce qu'on est là? Voilà, vous voulez être au courant. Ça se limite à ça. C'est pas être informé, être au courant. Nous, ce qu'on veut, c'est une information qui mène à une réflexion, qui mène à une action. On espère d'abord. Pas d'action. Mais c'est important. Or, la plupart du temps, c'est être informé. Ce que vous donne Google le matin, c'est vous mettre... Voilà, vous êtes toc, il y en a pour 3 minutes de lire les titres, et puis bon, ce qui fait qu'il y a la machine à café avec votre... Voilà, vous êtes au courant. Vous êtes au courant que le machin a gagné 3 nœuds, que le truc il se passe ça, que le machin a fait ci, a fait ça. Donc ça va. Vous avez les codes sociaux qui vous permettent d'être présent, de dire oui, j'ai vu... voilà. Mais ça, c'est pas la réflexion, c'est pas une réflexion qui vous rend présent au monde, qui fait que le monde vous est présent aussi à vous. Journalisme déjà. C'est pas que les communiqués de presse. Voilà, mais c'est ce qui se multiplie. C'est ce qui se multiplie. Et voilà, c'est contre ça que nous voulons lutter. On n'est pas les seuls, il y a des tas de journalistes qui luttent contre ça. Quand je parle d'un clivage à l'intérieur du métier, je ne parle pas seulement d'un clivage entre les journalistes de gauche et les journalistes de droite. Hein. Vous avez des papiers dans le Figaro qui sont souvent excellents, ou dans la Croix, ou n'importe où. Les pages roses du Figaro sont excellentes en matière d'économie, par exemple.
etc. Il y a des gens qui, dans ce métier, font excellemment leur métier, qui le font avec sincérité, avec cette naïveté dont je parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, et qui est de se dire ça va peut-être être utile à quelqu'un, et qui n'ont pas forcément les gratifications que certains peuvent avoir, dont je fais partie, hein, qui font du boulot, et puis qui ont en retour des gratifications comme celles que j'ai ce soir. Il y a des quantités de journalistes qui n'ont pas ce type de gratification et qui font leur boulot tout à fait comme vous avez des profs, des instituts, des infirmiers, enfin n'importe qui fait bien son boulot. C'est d'abord ça ce métier. Hein. Et le dénigrement général de ce métier n'est pas forcément très juste. Très juste. Là-dedans, il y a un personnage qui n'est jamais mis en cause, c'est le lecteur lui-même, c'est l'auditeur lui-même. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Il serait passif et puis... non, s'informer fatigue. S'informer fatigue. Ramonet avait trouvé cette formule. S'informer fatigue. Il avait un peu engueulé ses lecteurs en disant, mais attendez, non, il faut c'est un effort, on vous demande un effort. Et c'est pas quelque chose qu'on vous demande. Vous devez faire un effort pour vous informer. J'entends pas beaucoup cette musique-là, j'entends plus beaucoup cette musique-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le lecteur, auditeur, etc., il est devenu un consommateur. Donc on en parlait tout à l'heure. Tu vois, bon, il faut le flatter, il ne faut pas leur dire ça parce qu'ils vont se fâcher, etc. Donc on continuera de faire des trucs sur les clous et sur les... On a encore du temps pour continuer, donc monsieur, là, sur la gauche. Votre expression AMG, Oui. je ne l'ai jamais ressenti comme tout à fait fondée parce que de temps en temps, les auditeurs n'étaient ni modestes Ni géniaux. Ça vous démêler au problème palestinien. Vous aviez été condamné, je crois. Non, on l'a. On avait essayé. Ah, poursuivi. Mais au contraire, on a gagné haut la main. Et vous avez dans vos auditeurs des gens que... Attention aux mots. Donc Coluche aurait mentionné le RMF, le Rassemblement de la mauvaise foi. Vous avez parfois été vilipendé. Donc ils sont ni toujours modestes, ni toujours géniaux. D'où vous vient cette expression? Ah, mais j'ai une réponse à ça. Ça vient d'un spectacle, d'un spectacle que j'avais vu, un des premiers sujets qu'on avait fait dans la basse, j'y suis en 89 ou 90, et qui était une troupe qui s'appelait Archaos. Je ne sais pas si c'est ça. Ah oui, Ah bon? c'est un site. Bon, Les fans, les groupes. Ah bah oui, ils étaient assez prodigieux. cirque d'hiver. Voilà, Archaos, et ils finissaient leur spectacle en disant « Nous vous remercions d'avoir applaudi ce spectacle modeste et génial ». Donc on leur a emprunté ça à la fin de ce truc-là. On l'a dit assez souvent. La source de ce petit gimmick amical. Ah ben, modeste et génial, souvent quand même. Hein. On l'entendait sur le répondeur de la bassiste, on a quand même des auditeurs d'un certain niveau, d'un certain talent, et très originaux, très originaux. On n'a jamais un intello, jamais un élu, jamais quelqu'un qui appartient à l'élite n'a parlé sur ce répondeur. C'est vachement bien. Il y a une espèce de lutte de classe naturelle qui s'est opérée, et c'est assez intéressant. Il n'y a pas de censure, jamais. Non, ah ben si, informer c'est choisir. Il y avait parfois de la mauvaise foi quand même. Il y avait parfois de la mauvaise foi quand même, contre vous. Oh, contre moi? Oh non, mais un petit peu. Un petit peu quand même. Oui. Vous remerciez tout le monde gentiment. Avec une voix ni douce ni rauque. Oui, je pense que ça nous ramène à la toile de fond, de tout ça, on en revient encore une fois à Charlie Hebdo, à l'esprit d'une génération qui doit réussir à passer cet état d'esprit. Vous avez quelqu'un de formidable ici, c'est Ungerer. Vous avez un génie du ici. Je sais. Mais vous avez un génie du là, vous êtes gâtés avec ce gars-là. Parce qu'il incarne parfaitement ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Cette génération à la fois talentueuse, généreuse, qui va aux limites. Hein. Tommy Ungerer est allé aux limites. Dans ses dessins, dans sa vie, etc. Et puis il est revenu. Qu'est-ce qui transpire de chacun des traits de Tommy Ungerer? C'est une générosité incroyable.
Hein, c'est une prolifération d'idées, de provocations. J'ai fait ça, tu crois que je le garde? Mais si, garde-le. C'est ce goût de tirer la queue du tigre qui dort, à condition qu'il ne soit pas en cage. Okay. Il y a des gens qui ont le goût de ça. Tenenbaum en fait partie. Je prononce bien, oui, je sais qu'il a son musée. Oui, je suis son travail. Mon vrai métier, je suis plasticien. Donc je connais bien son truc. Et je crois qu'il incarne bien cet état d'esprit que Charlie a si longtemps entretenu, en perdant Charles et Camus. On a perdu deux très grands dessinateurs. Et Tignous aussi excellent. Et Honoré aussi, on en parle moins, il est vachement bon, Honoré, il descend en noir et blanc. C'est des très grandes mains. J'ai vu Camus dessiner dans sa poche. Il pouvait dessiner dans sa poche, dans le noir. Il dessinait dans le noir. Je l'ai vu faire. À côté de moi, il sortait après. Il faisait des trucs dans sa poche. Il sortait, il y avait un dessin. L'habileté. Depuis Domi, on n'a pas dessiné aussi vite et aussi bien et avec une telle efficacité que Camus. Je me souviens d'un album qui faisait uniquement, il dessinait des japonaises. Et il avait trouvé un nouveau pinceau, une sorte de crayon qui faisait pinceau en même temps. Un nouvel outil que je n'avais jamais vu. Et quand il voyait passer les Japonais, il dessinait les Japonaises, puis il fermait son carnet comme ça. Et c'était un type de dessin particulier. Je ne sais pas s'il a publié quelque chose. Mais je vous recommande, enfin dans tous les bouquins qu'il a fait, un bouquin sur Paris, les dessins, je ne sais pas si vous connaissez c'est un merveilleux. Et la rapidité de Charles, la rapidité de conception du dessin, c'est des gens prodigieux. C'est des pertes. On dit, il faut continuer Charlie, il faut continuer le combat, mais avec qui mais bon, on va pas faire les vieux cons qui irremplaçables. On verra à Angoulême. Pardon? On verra à Angoulême. Ouais. Ça va pas être facile, mais il faut faire tout pour que ce combat continue. Attendez, il y avait, avant l'homme des clous, il y avait Je m'appelle Yves. Pardon, oui, donc, avant M. Yves, et nous avons... Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura des débats? Est-ce qu'il y aura des débats? Vous allez en faire tant que vous voulez, et on va faire tout pour que vous en fassiez avec les repères de la Basilicie. Et oui, on va en faire beaucoup. On va se déplacer, c'est-à-dire que là, on est en train de s'équiper d'un matériel qui va nous permettre de venir faire une émission à Strasbourg, facilement, avec un matériel extrêmement léger. Je prends vos là, vous allez voir là-bas à Strasbourg, si vous voyez. Pour la condition qu'il y ait une grève, qu'il y ait des manifs. C'est la première. Je disais en arrivant à nos amis que j'ai la dernière, enfin une des fois, je me souviens c'était 97, c'est ça? Il y avait des grandes manifs contre le Front National, c'est ça? C'était 97. Et on avait fait un truc au théâtre. Café des Anges, vous avez fait une fois. Avec Madame Trottmann et toute l'équipe de Charlie, si vous vous souvenez, non? Certains étaient là. Non, vous étiez venu une fois au Café des Anges. Ah oui, avec Chabot. J'attendrai. Oui. 7 minutes. Les autres n'étaient pas nés. Hein. 7 minutes. Chabolo avait fait. J'attendrai en 7 minutes dans mon objet. Mais, c'est bien. C'était pas la question. C'était sur un débat, mais la réponse... Oui. Non, alors voilà, on va multiplier ce genre de choses. On va faire une émission mensuelle avec la Maison des Métallois à Paris. Une émission de débat mensuelle. Et on va installer ça le plus possible, ce qu'on fait là. Mais il faut trouver une formule, que ce ne soit pas seulement deux gars. Là, il n'y a pas de bouteille d'eau, mais en principe, il y a des bouteilles d'eau. On appelle ça des débats, mais c'est quand même assez stalinien avec deux qui parlent tout le temps et d'autres qui. Deux mecs qui sortent. Oui, en plus. Blanc. Mais c'est vrai que pour le repère de Strasbourg, les coordonnées sont sur le site de là-bas.org.
Donc c'est près de la gare hein, du Cargonnec, voilà, à Castroca. Donc tous les premiers samedis du mois, vous pouvez y aller. C'est le lieu du débat, si vous voulez. Oui, c'est le repère. Mon cher repère, c'est ce samedi, on l'a décalé Bah, pour dites-le, l'occasion. oui. Ah, ouais. C'est où? Au rue Tiergarten, c'est ça? La Brest, Tiergarten. C'est samedi après-midi. Après, c'est Samedi le cas. après-midi à 15h. Vous amenez, voilà, très bien. Moi de la vodka. De quoi vous avez un sujet? Pas forcément avec des bouteilles d'eau. Oui, voilà. Non, Moi mais de si la on vodka. les amène avec nous. Comment vous faites? Vous venez, vous dites de quoi on parle aujourd'hui? Ça Donc, nous c'est est très arrivé, Hein? ça nous est C'est arrivé d'avoir des thèmes et d'autres. Ouais. On va. Mais c'est une belle histoire, les cafés européens. Pardon? Je dis, au prochain repère, bon, je ne sais pas, mais il y aura un thème. Ça fait quand même 10 ans d'un réseau informel qui a, j'espère qu'on va arriver à maintenir et à faire prospérer ces réseaux. C'est une belle histoire, c'est informel. Hein. Il n'y a rien d'associatif, vous êtes débarrassé complètement de toutes les structures, les machins, etc. Vous créez votre repère, voilà. Il y en a qui ont duré longtemps, il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont développé des trucs incroyables. Il y en a quoi, une centaine, non? En France et à l'étranger? Oui, il y en a à l'étranger. Il y en a à Barcelone, par exemple, qui est un des repères qui est à la base du mouvement Podemos. Ça a donné des résultats, des développements imprévisibles, sans qu'on fasse grand-chose. C'est bien. Alors, je disais qu'on avait encore plein de temps, mais en fait, on n'a plus tellement de temps. On va encore prendre une ou deux commentaires ou questions, et on devra quand même s'arrêter. Monsieur, là, je suis un peu ébloui, mais... Bon, j'ai une question qui me brise la langue, mais je ne veux pas remettre le débat initial. Ne pensez-vous pas que la question dont il s'agit, c'est une question de pluralisme, la diversité des points de vue? Ne s'agit-il pas d'un service public qui vit quand même de la participation des citoyens? Moi, j'étais un auditeur assez fidèle de la massifisme quand il était à 17h, mais du fait de mon travail à 15h, bon, je zappe, des fois j'écoute. Aujourd'hui, cette émission est remplacée par une émission qui n'a ni queue ni tête, je me permets de le dire, qui s'appelle Affaires sensibles. Des fois, quand j'écoute des trucs, ça je suis aigri, quoi. Je veux dire, oh, vous êtes gentil, je vous tire mon chapeau de votre tolérance et tout, mais moi, je suis vraiment, je reste gentil, je suis révolté parce que c'est quelque part un modèle de société. Vous avez parlé en commençant ces jeunes-là, en manifestant en hommage à nos copains et au journal Charlie Hebdo, des jeunes de 15-16 ans qui grimpent dans les arbres en criant ou en inscrivant liberté, égalité. C'est la statue de la liberté, là, bravo. Alors, ne pensez-vous pas que, quand même, on est en décalage par rapport au principe même de la République en vous virant de la manière dont ça a été fait? Je m'excuse, je suis un peu... voilà. Travaillé là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un long papier qui a été publié dans le Monde diplomatique sur les 40 dernières années de France Inter. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut regretter le manque d'audace des directions successives, alors qu'elles ont tous les moyens de l'audace, et parfois elles l'ont eu, mais c'est presque incidemment, il n'y a pas une volonté. Après, quant à la diversité, à la fois de ce qu'on entend, des langues qu'on entend, des langages qu'on entend, des mondes sociaux qui sont représentés à France Inter, effectivement, on peut s'inquiéter. On peut protester, on peut s'organiser là-dessus, on peut réfléchir là-dessus. S'organiser. Il se passe une chose concernant France Inter, c'est que France Inter a une puissance prescriptrice. Si vous écrivez un bouquin, vous passez sur France Inter, vous le vendez. Ça marche. Bon, tant mieux. Tant mieux pour les libraires, mais tant mieux pour les écrivains. Sauf que ça fait que les écrivains sont assez timorés quand il s'agit de critiquer France Inter. Les intellectuels dont c'est le boulot, les experts de toutes sortes, vous n'en trouverez pas ou peu pour oser critiquer ce qu'on est en train d'essayer d'amorcer là.
Les autres médias non plus, parce qu'être cité dans le service de presse, c'est quand même quelque chose. Et puis il y a des systèmes de confraternité qui fonctionnent et qui fait qu'on ne critique pas un autre média. Ce qui fait que il y a voilà et puis on parlait d'entreprises privées ou publiques, c'est quand même un budget pérenne. Hein, il y a un budget qui tombe tous les ans. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous, dont je vais bientôt faire partie. Oui, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose là qui pose problème. C'est un problème important. Ce n'était pas le problème numéro 1 dans le pays, mais c'est un problème important. Là-dessus, il y a eu un travail très pertinent et très profond, enfin très construit, qui a été fait par Acrimed, l'association Acrimed, a fait un travail sur l'audiovisuel public avec des études très poussées, avec des projets très précis, et que je vous encourage à lire sur leur site, même si c'est assez austère, mais eux, ils voudraient inscrire cette diversité dans la Constitution carrément, ce que je trouve tout à fait. Sinon, il peut y avoir des initiatives, mais qui me semblent parfois ressembler à de vaines agitations. Il y a un mouvement qui s'appelle De l'air à France Inter. Je ne sais pas si vous le connaissez, et si vous pouvez en dire un mot, quoi. On peut en dire un mot, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit, je parle de vaines agitations, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'y prendre quand vous dites, il n'y a pas, on ne parle pas des classes populaires à France Inter, quand vous êtes à l'extérieur, que vous avez surtout abandonné France Inter, comme c'est le cas de François Ruffin qui a laissé tomber à un moment, voilà, qui est maintenant à l'extérieur et qui dit, ça veut dire que tous ceux qui sont à l'intérieur, qui sont pas dans le coup, les journalistes, producteurs, reporters, se disent, ah bon, mais on nous prend pour des collabos, alors nous on ferait partie de ceux qui, il faut savoir, il faut connaître les gens, il faut travailler là-dessus, de façon cohérente, construite, c'est un long boulot, mais c'est bien, enfin, voilà, mais je ne pense pas que ça aboutisse. Surtout qu'il y a une réponse de la direction de France Inter qui a montré quand même la fragilité de l'argument. L'argumentaire est quand même très fragile, et la réponse, voilà, il était prévisible que ça allait, ils allaient avoir ce genre de réponse. C'est un combat à mener de façon cohérente. Que je connais bien. Et je pense que le courage, c'est de faire ces critiques-là quand on y est, de l'intérieur, c'est que nous avons fait, etc. Mais qu'on le fasse aussi de l'extérieur, bien évidemment. Voilà, je crois qu'on doit s'arrêter là, malheureusement.